Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme sur le regard sociologique et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui pour moi est essentiel. Il s'agit du lien entre les statistiques, le handicap, l'insertion, ce que les chiffres nous disent et ce qu'ils ne nous disent pas. C'est parti, on y va. Les chiffres sont censés nous dire le réel, mais dans le champ du handicap, entre inclusion scolaire, insertion professionnelle et accompagnement institutionnel, ils en disent parfois trop ou parfois pas assez. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer le cadre statistique que j'ai mobilisé dans ma recherche, entre scolarisation, emploi et diversité des institutions. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de statistique, mais pour comprendre comment notre société mesure, classe et segmente, et de ce fait parfois, elle invisibilise. Premier point, le cadre statistique entre données et intention. Derrière chaque chiffre, il y a une source. Et derrière chaque source, une intention. Pour étudier les jeunes travailleurs en situation de handicap, il m'a fallu croiser deux types de données. D'un côté, les statistiques institutionnelles et de l'autre, les données générales et nationales. Cette dualité montre que les statistiques ne sont pas neutres. Elles sont parfois des outils de gestion, parfois des outils de communication, voire des outils de revendication. Choisir une source, c'est déjà s'inscrire dans un cadre politique, social et économique. Le deuxième point que je vais aborder est celui de la scolarisation, entre intégration et spécialisation. Commençons par l'école. Il s'agit d'un des premiers filtres qui conditionne les trajectoires des jeunes en situation de handicap. Les taux de scolarisation ont effectivement progressé, mais en regardant de plus près, on voit qu'une grande partie des élèves sont orientés vers des dispositifs spécialisés. L'ULIS, par exemple, ce n'est pas une voie parallèle anodine. C'est souvent le premier pas vers une orientation différenciée, moins diplômante et de ce fait moins reconnue. Et cette orientation est parfois marquée par le genre. Les garçons y sont surreprésentés dans certains cas, ce qui questionne aussi les biais dans les diagnostics. Le troisième point est cette fois celui de l'entrée dans le monde du travail, avec cette notion de derrière de parcours d'obstacles. Une fois la scolarité terminée, ou alors interrompue, vient le défi de l'insertion professionnelle. Et là encore, les chiffres parlent, mais pas toujours dans le bon sens. Les jeunes travailleurs handicapés cumulent souvent les freins. Moins de diplômes, plus d'obstacles à l'embauche, plus de contrats précaires, et la RQTH censé être un levier, est parfois vécu comme un risque, celui d'être discriminé à l'entretien. De ce fait, certains la demandent et d'autres, derrière, la cachent. Et pour une part importante, ils n'y ont tout simplement pas accès, faute de diagnostic ou alors de parcours médico-social. Ce que les chiffres ne montrent pas, ce sont les renoncements, les candidatures non envoyées, la population invisible, les entretiens jamais obtenus. Ce sont les jeunes qui sortent du système, sans laisser aucune trace dans les bases de données. Le quatrième point que je vais aborder avec vous est celui de la galaxie qu'il existe autour des parcours des jeunes en situation de handicap. La galaxie des institutions. Entre d'un côté la segmentation et de l'autre la spécialisation. Derrière chaque jeune, il y a souvent une multitude d'intervenants. Et cette diversité, si elle est une richesse, c'est aussi une source de rupture. On parle souvent de parcours coordonnés, mais dans la réalité, ces structures fonctionnent sur des logiques différentes, des financements différents et parfois des injonctions, et qui peuvent être des injonctions contradictoires. Résultat, ce sont les jeunes et les familles qui doivent parfois recoller les morceaux. Et de ce fait, ce morcellement institutionnel est un produit de la segmentation, des réponses sociales au handicap. Et de ce fait, cette segmentation, elle a une histoire. Le cinquième point à aborder avec vous, c'est celui de
Des chiffres à interpréter, mais des chiffres à ne pas subir. Utiliser les statistiques, ça ne veut pas forcément dire s'y soumettre. Cela veut aussi dire les interroger. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi telle donnée est-elle absente, par exemple? Pourquoi parle-t-on si peu des jeunes sans RQTH? Pourquoi si peu d'indicateurs sur les transitions entre l'IME et l'apprentissage, entre l'ULIS et l'entreprise adaptée? Les chiffres dans ce champ ont aussi une fonction politique. Ils construisent une image, ils justifient une politique, ou alors ils effacent une partie du réel. Finalement, pour conclure cette vidéo, inclure, ce n'est pas gommer. Une société inclusive, ce n'est pas gommer les différences, mais c'est aussi derrière les assumer. C'est important de pouvoir segmenter les réponses pour mieux les adapter, c'est sûr. L'objectif ici est de penser l'inclusion non pas comme une norme unique, mais comme une pluralité de parcours possibles. Les jeunes travailleurs handicapés ne forment pas une catégorie homogène, et de ce fait, ils ne relèvent pas tous du même traitement et du même accompagnement. Et c'est justement pour ça qu'il est essentiel de comprendre, de contextualiser et d'interpréter les chiffres, au-delà de ce qu'ils nous informent. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons, comme à notre habitude maintenant, dimanche prochain pour une nouvelle analyse sociologique. Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou un commentaire, ça me ferait toujours extrêmement plaisir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. C'était Jérôme et bonne journée à tout le monde.